Bonjour à tous. Donc, je suis le professeur Brier, je travaille au CHU d'Angers et je vais donc vous parler de traitement de l'hypoparathyroïdie, sachant que vous avez déjà une belle introduction par Patricia, mais on va entrer un petit peu plus dans les détails. Alors, je ne peux pas parler de traitement sans parler de prévention. Enfin, en tout cas, c'était mon point de vue. Et donc, la prévention de l'hypoparathyroïdie, c'est se poser la question, parce que l'étiologie la plus fréquente, c'est post-parathyroïdectomie. Faut-il vraiment faire une thyroïdectomie totale? Et je vous rappelle les guidelines de l'ATA de 2015 revus en 2025 qui conseillent donc bien sûr une thyroïdectomie totale par un chirurgien expérimenté, vous le savez, surtout de privilégier la lobectomie si le nodule fait moins de 2 cm en l'absence d'adénopathie ou d'extension extrathyroïdienne. J'ai trouvé une étude publiée récemment qui a regardé en fait la différence entre l'indication des thyroïdectomies totales et des lobectomies en 2014 comparée à celle de 2023. Et donc, dans ce centre-là, où il y a donc eu 1644 chirurgies, la lobectomie est passée de 0 en 2014 à 60% en 2023, donc c'est vraiment beaucoup. La totalisation a bien baissé de 32% à 4%. Et vous voyez sur le graphique en rouge l'incidence de la hypoparathyroïdie qui, bien sûr, a drastiquement baissé. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser. Donc, il y a l'indication de la thyroïdectomie totale. Je vous rappelle, dans le baso, dans le nodule toxique, dans le goitre, on a aussi l'alternative de iode radioactif. Et je vous rappelle aussi la RCP. Quand vous avez un doute, il y a une RCP pré-vipo qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois et où on discute un peu l'indication. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas faire une lobectomie ou autre chose qu'une thyroïdectomie totale et qui peut donc éviter les complications. Alors, j'ai choisi de parler également d'une technique chirurgicale, on verra ce qu'en pense l'équipe de Nantes, d'autofluorescence des parathyroïdes. Les parathyroïdes ont la particularité d'émettre une faible lumière fluorescente lorsqu'elles sont exposées à un rayon proche de l'infrarouge. Et donc, il existe des caméras spécialisées qui vont projeter cette lumière rouge, on va dire, et puis qui projettent à l'écran du bloc opératoire. Et vous voyez les photos à gauche sans caméra, à droite avec caméra, où on a les parathyroïdes qui fluorescent. Alors, pour un médecin, ça paraît magique. Je ne sais pas ce qu'en pense un chirurgien, mais voilà. Et donc, récemment, il y a eu une méta-analyse avec cette technique sur 2800 patients. Ils ont étudié l'hypoparathyroïdie transitoire, pas définitive, attention. Et donc, dans le groupe autofluorescence, qui ont utilisé l'autofluorescence, il y avait 28% d'hypoparathyroïdie transitoire versus 33% quand ça n'avait pas été utilisé. Donc, on voit bien que ça ne paraît pas complètement magique, mais ça peut permettre de réduire un peu. Et encore une fois, si on évite une ou deux hypoparathyroïdies définitives, je pense que ça vaut le coup. Alors, j'ai choisi de partir d'un cas clinique en commençant assez simple sur le traitement conventionnel. Un patient à qui on diagnostique une hypoparathyroïdie à l'âge de 3 ans sur une crise convulsive généralisée. Il avait une calcémie à 1,4 mmol par litre, une albumine normale, une vitamine D normale, un magnésium normal et IPTH effondré. On fait donc le diagnostic d'hypoparathyroïdie. Alors, je vais pas vous poser la question de traitement à mettre en place initialement, vous le savez tous. On met en place un traitement par 25-OH vitamine D pour éviter la carence en vitamine D, un traitement par 1,25-hydroxyvitamine D et du calcium carbonate ou citrate. Donc, j'ai pas mis les doses qu'à 3 ans, je suis bien incapable de vous les donner. On vous les détaillera tout à l'heure. Donc, un petit point sur le traitement conventionnel et ce qui a été recommandé dans les dans le nouveau consensus de l'EJE en 2025. Donc, on dit un traitement par calcium 1 à 3 grammes par jour en 3 prises. Alors, bien sûr, ça va dépendre des apports du patient. Donc, avant de dire combien on va donner de calcium, je pense que le plus important, c'est d'évaluer les apports dans l'alimentation générale et ensuite de rajouter en fonction pour arriver entre 1 et 3 grammes selon la sévérité d'hypocalcémie. Alors, il y a deux choix, où on les prend en dehors des repas, auquel cas l'absorption sera bien meilleure, ou bien on le prend pendant les repas, et auquel cas on a l'avantage de chélater le phosphate. Ce qui est parfois un intérêt, on en a besoin. On utilise plutôt le carbonate de calcium, sauf si le patient est sous IPP, plutôt du citrate de calcium, mais je pense que je ne vous apprends rien. Sur la 1,25 hydroxyvitamine D, donc vous savez qu'il y a deux formes, le calcitriol et l'alpha-cassidiol. L'alpha-cassidiol a l'avantage d'avoir une demi-ligne un peu plus longue, peut se prendre en une seule prise. Et le troisième traitement conventionnel est de maintenir un taux de 25 OHD dans la norme. Voilà, bon ça, il n'y a pas de scoop. Donc notre patient, je passe toute la phase pédiatrique, on le récupère, en fait il a été un peu perdu de vue, on le récupère à 35 ans, il a des épisodes d'absence, il est vu par les neurologues,
À l'EEG, il a un tracé épileptogène. On lui fait un scan qui montre une calcification des noyaux gris centraux. Syndrome de Farr, je crois que je vous ai dit le scanner. Et son bilan phosphocalcique, il a une calcémie à 2,08 mmol par litre, une albumine normale, une phosphorémie à 1,6 mmol par litre, un magnésium normal et une calciurie à 400 mg par 24 heures. Il est traité par Rocaltrol 0,25 2 matin, 1 midi, 2 le soir. Il a 1,50 g de calcium, du magnésium et de la 25 OHD, et donc il est mis sous la Victal pour cette épilepsie récente. Alors, petite question, qu'est-ce que vous pensez de sa calcémie? Il a 2,08, qu'il trouve bien équilibré, qu'il trouve surtraité et qu'il trouve sous-traité. Ok. Donc, on a quand même un objectif de calcémie qu'on dit, alors on dit parfois inférieur à la norme, mais finalement la norme elle est entre 2 et 2,5 et la cible c'est plutôt entre 2 et 2,2. Donc on ne devrait pas avoir ce message de dire dans les valeurs basses de la norme, on devrait dire en dessous de la norme, donc ça c'est en termes de valeur, mais associé à ça, il faut garder le point sans symptômes. Donc il y a certes une valeur de calcémie, mais il y a aussi une valeur, une interrogation à faire sur les symptômes du patient. Et pourquoi ce seuil entre 2 et 2,2? Parce qu'on pourrait dire, autant la mettre normale, comme ça ils n'auront pas de symptômes. Parce qu'on doit être dans une balance entre limiter les effets secondaires du traitement avec l'hypercalciurie, mais limiter aussi les risques d'hypocalcémie aiguë et surtout limiter les symptômes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa phosphorémie? Il a 1,60 de phosphorémie. Qui pense que c'est bien? Qui pense que c'est trop? Et qui pense que c'est trop, mais j'en fais rien. Je dénonce ma collègue que j'ai amenée qui m'a dit le passeport, je ne regarde même pas. Donc c'est bien de le donner, c'est bien aussi de le regarder, mais c'est bien d'en faire quelque chose. Et donc on va y venir justement. Donc vous avez eu le rappel du rôle de l'APTH sur la phosphatémie par Patricia, donc je vais passer. Donc il faut évaluer la concentration de phosphate, certes, mais il faut aussi la regarder. Et il faut la prendre en charge. Et on peut éventuellement calculer, donc il y a des, ça c'est un peu école dépendante, des produits phosphocalciques qui mesurent, en fait c'est le produit calcium fois phosphate. Il a été montré dans les études que quand il y a une élévation du produit phosphocalcique, on a plus de complications neurologiques en termes de troubles neuropsychiatriques, calcification, un peu plus de complications rénales, et dans une étude danoise, attention, une seule, ils ont trouvé qu'il y avait un surrisque de mortalité lorsque ce produit phosphocalcique était supérieur à 2,6 mmol carré par litre carré, mais ça n'a pas été validé. Donc dans les recommandations, qu'est-ce qui a été retenu? Finalement pas le produit phosphocalcique, même s'ils mettent quand même la valeur de 4,4, mais il n'y a aucune étude en fait prospective qui dise que ça a vraiment d'intérêt. Mais bon, donc vous en ferez ce que vous voudrez. Mais par contre, maintenir le taux de phosphate à la normale pour l'âge, ça c'est très important. Et je vous ai remis les normales en fonction de l'âge, mais je pense que le docteur Saadé vous en parlera. Et je vous ai mis donc les recommandations de l'EJE de mesurer le phosphate, le regarder et le normaliser. Alors très bien, il faut le normaliser, mais comment on peut limiter l'hyperphosphatémie? Alors il y a des mesures alimentaires, il faut savoir qu'il y a beaucoup de phosphate dans les additifs alimentaires. Je vous ai mis l'exemple d'un additif qui est présent un peu partout, produits laitiers, glace, farine, céréales du petit déjeuner. Je me suis amusée à regarder dans les étiquettes que j'avais à la maison. Bon, il y a de temps en temps. Et puis il y a des aliments qui sont riches en phosphore, donc plutôt à éviter, le saumon, les fromages à pâte dure ou les abats. Il existe également des traitements chélateurs du phosphate, mais alors attention, ils n'ont pas l'AMM dans l'hypoparathyroïdie, ils ont l'AMM dans l'insuffisance rénale chronique. Ils sont quand même utilisés. Donc, premier traitement, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre le calcium pendant les repas, ça va chélater le phosphate. Deuxième traitement, donc des chélateurs du phosphate, carbonate ou hydrochlorate de sévélamère, comme je vous ai dit, qui sont utilisés, mais hors AMM. Donc, notre patient, il rencontre la diététicienne pour essayer qu'il évite les fromages à pâte dure, le saumon, il est mis sous sévélamère, donc ce chélateur de phosphate. Pour tout vous dire, il a été voir un néphro qui l'a mis sous sévélamère, c'est pas moi qui l'ai mis sous sévélamère. Et donc le traitement, on y rajoute, donc en plus du lamictal tout à l'heure, le sévélamère. Le reste du traitement n'a pas changé pour le moment. Comment gérez-vous la calciurie? Donc elle est à 400 mg par 24 heures, qui la considère normale? Et elle est élevée, mais j'y apporte peu d'importance. Et donc, je prends les mesures pour la baisser. Ok, on est tous d'accord. Très bien, je suis devant une assemblée experte, c'est facile.
Alors, il y a deux notions dans l'hypercalciurie. Il y a l'hypercalciurie de concentration qui va se mesurer sur échantillon à n'importe quel moment de la journée. L'objectif, c'est de garder cette calciurie inférieure à 3,8 mmol par litre, qui est le seuil au-dessus duquel il peut y avoir des lithiases. Et pour diminuer cette hypercalciurie de concentration, c'est simple, en tout cas c'est simple à dire, il faut boire. Boire de l'eau pour obtenir une diurèse à plus de 2 litres par jour. L'autre point sur l'hypercalciurie, c'est l'hypercalciurie de débit, donc qui va être évaluée sur la calciurie des 24 heures. Pour essayer de limiter cette calciurie, on peut diminuer les apports en calcium, diminuer les apports en 1,25 hydroxyvitamine D, mais là, vous allez faire baisser la calcémie, vous allez voir apparaître les symptômes, donc on peut essayer, mais sous réserve que les autres paramètres restent dans les objectifs. Un point important, c'est limiter la consommation de sel et de protéines. Il y a une relation linéaire entre la consommation de sel et la calciurie. Et pour évaluer la consommation de sel d'un patient, je vous rappelle que c'est assez simple. On fait la natriurèse en même temps que la calciurie. Si elle est inférieure à 100 mmol par 24 heures, c'est qu'il a une consommation en sel dans les objectifs. Et pour évaluer la consommation en protéines, en dosant l'urée urinaire, vous avez une formule pour obtenir sa consommation en protéines. Puis vous pouvez aussi faire une enquête alimentaire pour évaluer globalement ses apports. Et puis enfin, il y a une thérapeutique dont Patricia vous a également évoqué l'intérêt, c'est les diurétiques chiasyliques. Alors on va s'arrêter un petit peu sur les diurétiques. Ils ont récemment été étudiés dans une étude randomisée contre placebo sur 26 patients, donc pas beaucoup, qui avaient une hypoparathyroïdie non chirurgicale. À tous les patients qui soient dans le groupe traité ou dans le groupe contrôle, ils les ont mis sous régime pauvre en sel. Et puis ensuite, un groupe a eu des faibles doses de diurétiques, 12,5 puis 25 mg, l'autre groupe placebo, puis une période de crossover pour augmenter la puissance de l'étude. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez en bleu les patients traités, votre pointeur, comme vous voyez. Sur le premier graphique, vous avez l'évaluation de la calcémie. Et donc, on a une calcémie qui monte un petit peu sous traitement, plus 5%, mais surtout une calciurie, vous voyez en bleu, une nette diminution de la calciurie de l'ordre de 30% sous diurétique. Avec des petites doses comme ça, 12, 5, 25 mg, pas d'effet secondaire en niveau kaliémie, hyponatrée. Donc, j'en suis en bas au diurétique chiasylique, là. Donc, ils sont intéressants, notamment s'il y a une hypertension artérielle, bien sûr. Ils ont l'avantage d'augmenter la réabsorption dans le tubule contour des distales s'ils sont associés à des apports sodés faibles. Donc, il faut toujours avoir cette balance-là. Et puis, plutôt à petite dose, parce que les patients, l'objectif n'est pas de les déshydrater, ils sont tendance déjà à l'être. Les effets secondaires, donc ça, c'est plutôt si on utilise des grosses doses, mais à petite dose, il n'y en a pas trop. Hypocalémie, hypomagnésémie, hyponatrémie. Leur utilisation est contre-indiquée dans l'insuffisance surrénale, notamment pour les AP7 qui cumulent l'hypoparathyroïdie et l'insuffisance surrénale. Il est déconseillé si on a une hypocalcémie autosodique dominante, puisque ça aggrave la fuite de magnésium, et donc ça aggrave l'hypomagnésémie chez ces patients. Donc notre patient, il a augmenté ses boissons, il a diminué sa consommation de sel, sa consommation de protéines, et voilà son bilan. Il garde une calcémie de 2 mmol, il est un peu symptomatique, mais pas trop, c'est tolérable. Une phosphorémie qui reste par contre élevée à 65 mmol par litre, un produit phosphocalcique que je vous ai calculé, une clairance à 65 minutes, il a une magnésium plasmatique, il est substitué en chronique, qui reste normale, une calciurie qui a baissé un tout petit peu, 360 mg par 24 heures, une calciurie de concentration qui, elle, par contre, a bien baissé, donc il a bien bu, et une natriurèse à 75 mmol par litre, ce qui me fait dire qu'il respecte son régime peu salé. Alors, question. Qu'est-ce qu'on en fait? A-t-il des symptômes? J'ai dit un peu. Donc on va évaluer, et c'est quoi un peu? Eh ben, on va lui faire le questionnaire HPQ28, voilà, pour évaluer un peu les symptômes. Il y a ce fameux brouillard dont on parle. Pas franchement de paresthésie, mais plutôt... bon, après, je vous ai pas mis le diagnostic, mais c'est un AP7, donc il nous a fait aussi son insuffisance surrénale. Je vous ai passé un peu des chapitres qui ne correspondent pas aujourd'hui, mais il cumule un peu. Là, on vient de lui mettre une pompe à insuline. Donc, qu'est-ce que vous en faites, vous? Je sais pas, vous montez la 1,25 de l'orocaltrol, vous baissez le calcium, vous... On contacte l'asso, ouais.
Je dirais. Vous ne le connaissez pas encore, peut-être. Mais si, je pense qu'il vous a déjà convaincu. Il voulait se mettre en haut d'une grue quand il y avait des ruptures de stock de calcium, là. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'il vous connaît. Donc on discute bien sûr, hein, là on est un peu dans l'alternative où le traitement conventionnel, on s'en sort pas. On a un peu tout essayé, on s'en sort pas, donc bien sûr, on est dans l'échec du traitement conventionnel. Donc il y a plusieurs types d'échecs. On a un échec quand on a une hypocalcémie symptomatique qu'on n'arrive pas à gérer avec les traitements conventionnels, 1,25 hydroxyvitamine D et calcium. En cas d'hyperphosphatémie qu'on n'arrive pas à faire baisser. En cas d'insuffisance rénale, sous réserve qu'elle soit imputable à l'hypoparathyroïdie. En cas d'hypercalciurie, je vous ai mis des valeurs chez l'homme et chez la femme. Et en cas d'altération de la qualité de vie. On a vu avec Patricia les autres indications, éventuellement la malabsorption des doses importantes. Donc je fais un petit point sur hypoparathyroïdie et qualité de vie. Dans l'hypoparathyroïdie, on vous a présenté tout à l'heure, il y a tout un tas de signes cliniques qui font que les patients sont moins bien qu'un patient qui n'est pas hypoparathyroïdien. Et donc j'ai cité l'étude de l'équipe de Nantes qui a beaucoup travaillé à ce qu'on regarde la qualité de vie chez nos patients hypoparathyroïdiens. Vous avez eu du mal à nous convaincre, mais je crois que ça y est, maintenant le message est passé, pas mal. Ascendis en rajoute un peu une couche, donc je pense que ça rentre dans la tête des gens qu'il faut évaluer la qualité de vie. Donc dans cette étude-là, la qualité de vie avait été étudiée par un questionnaire non spécifique que vous connaissez, SF36, et donc il mettait en évidence une altération de la qualité de vie chez les patients hypoparathyroïdiens, et c'était spécifique vraiment de l'hypoparathyroïdie. Et donc petit à petit a été développé un questionnaire spécifique à l'hypoparathyroïdie. Donc Patricia vous a évoqué un petit peu l'existence. Donc il est dans le PNDS hypoparathyroïdie, il est distribué par Ascendis, il y a moyen de le trouver assez simplement en français, en anglais. Mais il existe en français, des fois sur internet on le trouve plus facilement en anglais, mais il a été traduit. Voilà, donc je vous conseille d'avoir ça dans votre chariot de consultation, parmi tous les autres questionnaires. Il est un peu long, mais bon, si vous êtes un peu en retard, vous le remettez avant la consultation au patient, et si vous êtes à l'heure, parce que vous êtes de bons médecins, vous le remettez à la fin de la consultation, il peut le remplir et vous le laisser. Voilà, ce qui permet de suivre un petit peu la qualité de vie. Donc, on y arrive à l'indication de la PTH recombinante quand on est dans l'échec du traitement conventionnel. Donc, selon les recommandations, l'indication, c'est des fluctuations du calcium, une hypocalcémie symptomatique, une altération de la qualité de vie. Et là, en fait, quand on regarde bien, il y en a beaucoup qui pourraient être dans cette indication. C'est quand même un traitement qui est un peu cher, donc il va falloir aussi peser les indications quand même. La réduction de la clairance, l'hypercalciurie et l'hyperphosphatémie, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on y arrive. La PTH recombinante, elle a initialement été, donc c'est la PTH 1,34, la PTH 1,84, je vous en parle pas parce qu'elle est plus commercialisée. 1,34, il y a deux formes. La première forme qui est sortie, c'est le tériparatide qui a l'indication dans l'ostéoporose, bien utilisé dans l'ostéoporose, et puis on leur a piqué un petit peu le traitement parce qu'on trouvait ça intéressant d'avoir un traitement non pas palliatif, mais plutôt qui remplace ce qui manque. Donc ça a été testé en sous-cutané, on a le plus souvent besoin de 2 injections, la demi-vie est courte, et donc pas très pratique, et donc ça a également été utilisé sous pompe. Là aussi, il commence à y avoir pas mal d'études sur les patients qui ont été traités par tériparatide, et je vous en cite la dernière, qui a été publiée par Cécile Gander récemment, sur 22 patients. C'est une étude rétrospective qui a comparé les patients traités en traitement conventionnel en carré blanc. En gris clair, c'est les patients traités par sous-cutané, tériparatide en sous-cutané, et en gris foncé, c'est des patients traités par pompe de tériparatide. Donc, dans 75% des cas, c'était des hypoparathyroïdies post-chirurgicales, d'où je reviens à ma prévention. Faut-il vraiment opérer les patients d'une thyroïdectomie totale? On observe quoi sous tériparatide? Une diminution de la supplémentation calcique qui est significative, une diminution de la 1,25 hydroxyvitamine D. Il n'y a plus besoin d'un hydroxyvitamine D. Le calcium, en fait, on en a encore besoin parce que parfois l'apport alimentaire est simplement pas suffisant, et c'est pour ça que on doit en rajouter un petit peu juste pour que l'apport soit suffisant. Mais c'est pas pour maintenir la calcémie finalement, c'est plus allié substitutif, pallié à l'alimentation.
Et donc, avec la pompe sous-cutanée, ça permet de diminuer les doses de tériparatide de 30 à 17 microgrammes par litre et donc de réduire les complications osseuses dont on va souvent vous parler cet après-midi, et puis de diminuer la posologie de l'hydrochlorothiazide. Donc, un traitement intéressant. Mais aujourd'hui, on a une autre alternative d'analogue de la PTH, c'est le palopec tériparatide, qui est également la même PTH, un 34, mais construite différemment avec une molécule, un vecteur qui permet d'allonger la demi-vie de la PTH, un linker qui lie ce vecteur à la PTH, qui va se dissocier dans les conditions physiologiques et permettre à la PTH de se lier au récepteur. Comme la demi-vie est un petit peu plus longue, ça permet une injection sous-cutanée une fois par jour et non plus 2 fois par jour. Et je vous ai mis les résultats de la phase 2 en bas avec la concentration stable de PTH au cours des 24 heures après une injection sous-cutanée de palopec tériparatide. Alors, je vais vous présenter les résultats de l'étude de phase 3 qui a été menée initialement sur 26 semaines en comparant le palopec tériparatide au groupe contrôle traité par traitement conventionnel. Dans les deux groupes, on a essayé de baisser la quantité de calcium et de baisser la quantité de vitamine D au cours du FILI. Et puis, à partir de 26 semaines, tous avaient accès au palopec tériparatide avec une étude, une extension sur 182 semaines. Donc, on a quelques résultats. On n'est pas encore à 182 semaines. L'étude d'extension est toujours en cours. Donc, sur l'étude sur 26 semaines, 79% des patients avaient atteint le critère principal qui était un critère composite, une calcémie normale, une dose de calcium à moins de 600 mg par jour et plus de 1,25 hydroxyvitamine D. 93 des patients sous palopec tériparatide n'avaient plus besoin de traitement conventionnel à 26 semaines. Donc l'avantage, c'est une injection sous-cutanée. Bien sûr, il faut le stock, 25 OHD, sinon si vous mettez la PTH et qu'il n'y a pas le stock, ça ne marche pas. Donc il faut s'assurer que le stock en 25 OHD est présent et ça vous permet de vous affranchir du calcium et de la 1,25 hydroxyvitamine D. Les résultats sur la calcémie, vous les avez à gauche. La calcémie reste bien stable. Donc vous avez en bleu foncé en haut les patients qui étaient sous palopec tériparatide. En gris clair, sur les 26 semaines, c'est ceux qui étaient sur placebo, qui ont une calcémie un petit peu plus basse. Et à partir de 26 semaines, ils ont été mis sous palopec. Donc on voit la calcémie qui remonte. À droite, vous avez la concentration de phosphate qui descend et qui se maintient dans le temps. Concernant la calciurie, donc, je vous ai mis les deux résultats. À gauche, c'est le résultat sur 26 semaines. À droite, c'est sur 162 semaines. Sur 26 semaines, vous avez en bleu turquoise les patients sous PTH recombinante et en violet sous placebo. Et vous voyez la calciurie qui baisse et qui se normalise à 26 semaines et qui se maintient basse au cours du temps. Concernant la qualité de vie, dans cette étude, la qualité de vie avait été évaluée par 2 questionnaires, le SF36 et un autre HPES. Je vous ai représenté que les résultats sur SF36 et vous voyez en bleu les patients sous palopec qui ont une qualité de vie qui augmente par rapport au placebo. La qualité de vie reste similaire. Concernant les arrêts de traitement, je vous ai promis l'indépendance en calcium et en 1,25 hydroxyvitamine D. Vous avez à gauche le graphique sur la quantité de 1,25 hydroxyvitamine D consommée. À 2 semaines, on arrive à se passer de vitamine D active. Concernant le calcium, c'est sur le 4 semaines. En fait, c'est très dépendant du design de l'étude. C'est pour ça qu'on obtient des résultats. Alors que sous placebo, bien sûr, on a des concentrations stables en vitamine D active, en calcium oral. Et à 26 semaines, lorsque le groupe placebo est traité, vous voyez la consommation qui chute en calcium et en 1,25 hydroxyvitamine D. Ah, j'ai passé les effets secondaires, donc ils sont quand même importants. 30% de réaction au point d'injection, c'est des injections sous-cutanées. Une hypercalcémie, 10% d'écale, j'ai envie de dire que ceux-là, ils ont été mal surveillés. Et des céphalées. Concernant la clairance, vous avez ici les résultats à gauche pour tous les participants et au milieu ceux qui ont une clairance initialement à moins de 60 millilitres, donc qui font partie des indications de traitement. Et vous avez donc une amélioration de la clairance sous traitement. À 26 semaines, à peu près, on gagne 9 millilitres chez tous les patients et 11 millilitres lorsque les patients ont une clairance moins de 60 millilitres. Donc non seulement ça fait monter la clairance, mais d'autant plus qu'on a une insuffisance rénale chronique initialement. Ça, c'est les résultats à 26 semaines. Et puis, ils ont été poursuivis à 52 semaines et vous voyez les mêmes résultats. En bas, la courbe de placebo 26 semaines, elle remonte parce que c'est à 26 semaines qui ont été traités par palopeg.
tériparatide. Voilà pourquoi ça remonte. Alors, donc, notre patient, il a été mis sous Palopec, 18 microgrammes jour, avec des stocks de 25 OHD qui étaient corrects. Il avait une capsule toutes les 4 semaines, j'avais rapproché à 3 semaines pour être sûr qu'il ait des concentrations différentes. Donc, comment on introduit un traitement par Palopec? C'est 18 microgrammes pour tout le monde. Et ensuite, on va adapter le traitement conventionnel à la calcémie le jour où on commence le Palopec. Soit la calcémie est, je ne sais pas si vous voyez, inférieure à 2,07 à gauche. Dans ces cas-là, on va diminuer la concentration de vitamine D active divisée par 2 et on laisse la même concentration de calcium. Si la calcémie est supérieure à 2,07, on peut arrêter la vitamine D active, ne continuer que la supplémentation par calcium et puis on contrôle. Alors dans la RCP, c'est à 7 jours la calcémie. Si vous êtes stressé, vous pouvez regarder avant. Mais en tout cas, on échangera la dose de Palopec qu'à 7 jours. Donc chez ce patient, il avait 2,1, donc on a pu arrêter le Rocaltrol, donc il gagne 5 comprimés, et puis on a poursuivi initialement le calcium. À J7, sa calcémie à 2,2. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, enfin, c'est presque trop haut, mais en fait c'est trop haut pour une supplémentation standard. Sous Palopec, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas les effets secondaires sur la calciurie, en tout cas on diminue la calciurie, donc on n'a plus tout à fait les mêmes cibles sous PTH recombinante et sous traitement conventionnel. Donc il a toujours du calcium, MAC2, vitamine D, Palopec. Qu'est-ce que vous en faites? On continue comme ça? On arrête le calcium, bravo. Voilà, donc je vous ai mis l'arbre thérapeutique qui est aussi dans la RCP du Palopec. Donc là, on est au milieu. Désolé, j'ai pas de pointeur. Et si je clique là, ça va bien? Ouais. Il y a un pointeur. Tac. Voilà, donc il avait initialement une calcémie supérieure à 2,07. On a arrêté la vitamine D active, donc il prend plus de vitamine B active. Hop, il est toujours sous supplémentation calcique, on est ici. Et toc, il prend toujours du calcium. Il a une calcémie supérieure à 2,07. On peut arrêter le calcium. Et par contre, on va majorer le Palopec de 3 microgrammes pour éviter qu'il plonge, puisqu'on va arrêter le calcium. Donc le patient, il était sous 18, on passe à 21 microgrammes de Palopec. Si inversement, vous avez une calcémie élevée, ben, bien sûr, ça va pas être la même prise en charge. En tout cas, elle est très bien détaillée, c'est facile. Alors du coup, j'arrive plus à passer le bureau, ça va venir, tac. Non. Non. Voilà, merci. Alors, je vous passe les détails du suivi initial. On est maintenant à 6 mois de traitement. Il est sous Palopec 24 microgrammes jour, avec de la 25 hydroxyvitamine D, une ampoule, une capsule toutes les 3 semaines. Sa phosphorémie, c'est normalisé. Je vous rappelle qu'on n'arrivait pas à la faire baisser, 1,3 millimoles par litre. Sa calcémie, c'est normalisé également, elle est stable, de 18 millimoles par litre. La calciurie, 150 mg par 24 heures, elle était à 350-360 initialement et j'arrivais pas à la faire baisser. Donc elle a bien baissé. Sa clairance, il avait 65 ml, il a gagné 5 ml minutes. Et puis, avec le questionnaire HPQ28, on met en évidence une amélioration de la sensation générale. Il a plus ce fameux brouillard. C'est difficile à exprimer, mais à expliquer. Mais vraiment, il se sent beaucoup mieux. Alors, un petit point sur les différents stylos de Palopec tériparatide. Donc, je vous ai dit, pour tout le monde, on commence à 18 microgrammes, donc avec la boîte orange. Et puis, on va progressivement arrêter la 1,25 hydroxyvitamine D selon la valeur de calcium initiale et arrêter ensuite les supplémentations en calcium. Alors, on a d'autres traitements pour l'hypoparathyroïdie. On a les agonistes du récepteur R1 de la PTH, les néboparatides, pour lequel, pour l'instant, on a une étude de phase 3 qui est en cours. L'étude de phase 2 est publiée. Qu'est-ce que c'est les néboparatides? C'est un peptide de 36 aminés qui contient les 14 premières acides aminés de la PTH et ensuite les 15 acides aminés suivants de la PTH-RP. Donc un petit peptide qui va aller se fixer sur le récepteur de la PTH lorsqu'il est en conformation inactive R0 avec une courte demi-vie et qui va par contre augmenter la calcémie pendant les 24 heures qui suivent avec une injection par jour. Vous avez ici les résultats de la phase 2 où on a une augmentation de la calcémie au cours des 24 heures.
sur 28 patients traités soit par 10 microgrammes d'énéboparatide, soit 20 microgrammes d'énéboparatide. Je vous ai représenté que le groupe C1 pour être un petit peu plus clair. On a assez rapidement une diminution de la consommation de calcitriol, une diminution de la consommation de calcium. Dans les 14 premiers jours, on arrive à s'affranchir du traitement conventionnel. Concernant la calcémie, à gauche, on obtient des calcémies assez stables, et à droite, vous avez les résultats sur la calciurie qui, moi personnellement, m'impressionne à chaque fois, quel que soit le traitement. On voit bien que quand on cible la PTH, on arrive vraiment à faire baisser ces calciuries de façon drastique et stable dans le temps. Donc là, on a une chute de la calciurie de 50% à 14 jours. Un tout petit mot pour pas trop dépasser le temps sur les calcilytiques. Donc, les calcilytiques, c'est l'encalrette, mais l'indication, c'est pas toutes les hypoparathyroïdies, c'est uniquement les hypocalcémies autosomiques dominantes. Donc, Patricia vous en a parlé, avec une mutation gain de fonction du calcium sensor, ce qui fait qu'à calcémie égale, la parathyroïde a l'impression qu'il y a beaucoup plus de calcium qu'il n'en a. Il est beaucoup plus sensible. Et du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une diminution de la sécrétion de PTH, une hypocalcémie, une hypercalciurie. Le traitement aujourd'hui, c'est le même que dans l'hypoparathyroïdie, calcium et 1,25-hydroxyvitamine D. Et donc, ce traitement, un calrette, est une sorte d'antagoniste du calcium sensor qui va moduler de façon négative le calcium sensor. La molécule se fixe sur le calcium sensor, mais ne va pas entraîner le signal derrière. Et donc, pour l'encalrette, on a une étude de phase 3 sur 65 patients, et on a 76% des patients qui ont normalisé leur calcémie et leur calciurie à 24 semaines. À gauche, vous avez le résultat sur la calcémie. Vous voyez en bleu les patients qui sont sous encalrette et qui remontent leur calcémie. Et à droite, vous avez les résultats sur la calciurie. Vous voyez une belle baisse de la calciurie au cours du traitement. Et en plus de ça, on a une normalisation de la PTH dans 91%, ce qui pour ces patients est une vraie révolution. Ils étaient vraiment embêtés. Je terminerai donc avec l'arbre diagnostique qui est proposé, ou thérapeutique même, qui est proposé par les recommandations de l'EJE qui ont été revisitées en 2025. Donc, devant une hypoparathyroïdie, on met le traitement conventionnel. Au bout d'1 à 2 semaines, voire même un peu plus rapidement, on va regarder si on a atteint nos objectifs primaires en termes de calcémie, en dehors des calcémies dans la norme. Donc, pas d'hypocalcémie, pas d'hypercalcémie et pas de symptômes. Si on n'arrive pas à ces valeurs de calcémie, on va aller bouger les concentrations de calcium et de 1,25-hydroxyvitamine D. Si on n'y arrive pas à obtenir une calcémie dans les objectifs, on ira à la PTH recombinante. Si on a atteint nos objectifs primaires, calcémie, phosphorémie, on va aller voir les objectifs secondaires, que sont l'altération de la qualité de vie, la calciurie, l'hyperphosphatémie, l'hypomagnésémie et la 25-OHD, ça c'est assez simple de supplémenter ces deux aspects. Pour les autres aspects, donc on a vu comment gérer l'hypercalciurie, comment gérer l'hyperphosphatémie. Et si on n'y arrive pas, et ben là on va discuter le traitement par une PTH recombinante. Et j'en ai terminé. Et donc je vous ai cité les principaux articles et recommandations, le PNDS écrit par la filière Oscar en 2025, les recommandations de l'EJE 2022 révisées en 2025 et le workshop international lié récemment également. Et je vous remercie de votre attention.